Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on accueille pour terminer Cœur de patrimoine cette semaine Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour Cédric. Pour le cercle de l'épargne, et on va parler d'un éventuel produit d'épargne européen. Si vous avez suivi les rencontres récentes entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, vous avez peut-être entendu parler de ce produit d'épargne européen sponsorisé, on va dire, par les dirigeants. Quels seraient les objectifs d'un produit d'épargne européen ? Alors, Emmanuel Macron, reprenant en cela d'ailleurs des propos de Bruno Le Maire, rêve de mobiliser l'épargne liquide qui dormirait sur les comptes courants, sur les livrets, pour l'orienter vers les entreprises, et puis pour financer la transition écologique qui va coûter quelques milliers de milliards d'euros dans les prochaines années. Et donc, ce serait de mobiliser cette épargne liquide vers, donc, en particulier la transition écologique. Ouais, enfin, j'ai envie de dire, ce vœu, je vais peut-être pas mettre pieux, mais presque, on l'entend de multiples fois, et on a envie de se dire, j'imagine qu'en Allemagne, mais en tout cas en France, il y a 1, 2, 3 au moins produits qui sont là pour être les réceptacles de cette épargne. En quoi est-ce que finalement un produit se distinguerait de ce qui existe déjà aux échelons nationaux ? Alors, en France comme en Allemagne, il y a une préférence marquée pour l'épargne liquide. En Allemagne, on aime bien laisser son argent sur les comptes courants et sur les livrets bancaires. En France, on est très épargne réglementée, livret A, livret de développement durable, et peu orienté vers les actions. Donc l'idée, c'est de transformer cette épargne liquide, qui est chiffrée à plusieurs milliers de milliards d'euros, pour l'orienter plus vers l'économie dite productive. Et on se dit que l'Europe, c'est la bonne dimension. Parce que derrière l'idée de ce produit, il y a également le marché unique des capitaux européens. Assez bizarrement, on a une monnaie commune, l'euro, mais on n'a pas avancer vers la création d'un véritable marché des capitaux européens unifié avec des produits qui seraient trans-européens. On pourrait avoir un produit en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne. On pourrait d'ailleurs le porter sur ses épaules si on changeait de pays. Or ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et ça, ce serait un des avantages. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme avantage économique, financier à avoir ce type de produit ? Qu'est-ce qu'il apporterait aux épargnants ? Donc, le grand avantage, c'est donc la profondeur de marché. C'est d'avoir un produit qui ne soit pas borné par les frontières nationales et d'avoir, comme les États-Unis, un marché. Donc là, pour l'Europe, 450 millions. Si on en reste à la zone euro, à peu près 300 millions d'habitants, ce serait donc d'avoir une grande profondeur de marché. Et qui dit profondeur de marché dit mutualisation. Qui dit mutualisation dit diminution des risques pour les investisseurs comme pour les épargnants. Et donc, possible rendement plus élevé que si je fais un produit stricto sensu français, allemand ou italien. Donc c'est également dynamiser l'épargne et mutualiser, limiter les risques. Pour autant, il faut aussi se poser peut-être la question, justement, vous parlez de risque, de sécurité, de garantie. On sait que là, pour le coup, quand on voyage un peu en Europe, on n'est pas tout à fait couvert de la même façon en fonction des frontières dans lesquelles on joue. Donc, comment traiter cette question-là ? Quelles seraient les mesures qui devraient être prises pour garantir un petit peu ce produit ? C'est bien le problème. C'est que quel type de produit souhaitons-nous avoir ? Est-ce que c'est un produit avec garantie en capital ? Un livret A, on va dire, revu et corrigé ? Ou est-ce que c'est un produit, on va dire, d'action, avec un compte titre, un plan d'épargne en action ? Globalement, c'est plutôt l'idée. Ce serait plutôt de travailler sur un PEA européen ou sur un PER européen. Ce qui est assez d'ailleurs amusant, c'est qu'il y a déjà un produit européen de retraite, mais qui n'a pas du tout fonctionné. Ouais. C'est le plan pan-européen de retraite. Et donc là, on voudrait le réinventer. Ce qui prouve bien que c'est compliqué. Parce que justement, ce que vous avez dit, Cédric, c'est qu'il y a des réglementations différentes, il y a des pratiques de l'épargne différentes, et je n'ai pas parlé de la fiscalité, où alors là, évidemment, ça varie énormément d'un État à un autre. En fait, il y a énormément d'obstacles qui restent aujourd'hui à franchir, même si nos deux dirigeants semblent sur la même longueur d'onde, les obstacles ne manquent pas. C'est un véritable défi. D'ailleurs, l'échec du produit pan-européen de retraite, qui a été donc institué en 2022, et qui aujourd'hui n'est même plus proposé par un établissement financier français, prouve bien que c'est compliqué d'imaginer un produit européen compte tenu des réglementations. Alors, en ce qui concerne le produit européen de retraite, il faut dire que le gouvernement français, en lançant au même moment
son PER, son plan d'épargne retraite n'a pas tirer facilité un peu une balle dans le pied, donc le développement de ce produit européen. Mais on voit bien que pour les banques, pour les établissements financiers, pour les assureurs, il faut qu'il y ait des règles communes, il faut qu'il y ait donc un véritable effet masse pour que ce soit donc jouable. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait souhaité qu'il y ait plus d'établissements pan-européens, qu'il y ait des banques en France qui soient réellement européennes. Il visait un petit peu une société, mais c'est vrai qu'on a des marchés. Vous voulez dire ça va avec les déclarations précédentes qui ont parfait les choux gras de la Bourse de Paris, enfin tout à fait. Compartiment bancaire. Donc, il faut voir qu'on reste aujourd'hui sur des marchés de l'épargne qui restent extrêmement nationaux et déverrouillés comme le souhaite à juste titre, et ce serait bon pour l'Europe, ça va être un défi important à relever. C'est une autre façon, enfin, ce serait le complément de ces pièces qu'on a, de ces billets qu'on a dans la poche et qui n'existaient pas, vous le rappeliez au début, c'est-à-dire de continuer une intégration financière, d'épargne au niveau européen, d'être encore un peu plus ensemble finalement. L'euro a 25 ans. Or, on n'a pas forcément avancé sur l'autre aspect qui est l'épargne, les produits financiers, les produits d'épargne retraite. Et donc, il y a une marche. On a le passeport, on a tout ça, mais ça resterait... Voilà. Il reste une marche importante à franchir au niveau des marchés de capitaux. On a même un petit peu régressé avec la crise des dettes souveraines. Il y a une tendance à la frilosité. Les Français financent les Français, les Italiens, quand avant la crise des dettes souveraines, l'argent circulait plus fortement. Donc, il y a une volonté des dirigeants, en particulier français et allemands, de remettre sur donc le devant de la scène cette histoire de marché unique des capitaux européens et d'avoir des produits derrière qui puissent s'alimenter. Donc, un produit d'épargne pour les citoyens, des obligations communes, enfin, c'est le deuxième pas de l'Europe économique et monétaire ? Ce serait le deuxième pas, ce serait d'aller vers plus de fédéralisme financier. On voit que c'est pas forcément l'appétence au niveau des peuples. Donc là, évidemment, il y a une nécessité de pédagogie forte en la matière. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, avec donc le chancelier allemand, a souhaité donc relancer ce débat. Et vous y croyez ? J'y crois parce que je suis européen. Bon. Bah écoutez, on aura l'occasion d'en reparler, j'imagine, et de suivre l'évolution de ce produit d'épargne européen. Merci beaucoup, Philippe, d'être passé. Philippe Crevel, le cercle de l'épargne. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain et je vous souhaite une très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.